Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver encore une fois dans cette autre présentation. Merci encore une fois pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager afin d'agrandir la communauté. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le thème que nous avons entamé depuis plusieurs séances maintenant, la tokenisation et les paiements électroniques. Donc aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les aspects techniques. Quelles sont les exigences en fait qu'il faut en termes techniques pour pouvoir implémenter un système de tokenisation de paiement. D'accord? On rentre directement dans le vif du sujet. Les objectifs vont se décliner comme suit. Nous allons voir en premier lieu les exigences de base pour la tokenisation des paiements. Ensuite, les méthodes d'assurance de tokens, le payment account référence qu'on appelle le PAR, d'accord, les interfaces du fournisseur de tokens, du fournisseur de services de tokens, le TSP, les champs du token de paiement utilisés dans l'ISO 8583 et dans l'ISO 2022. Nous allons voir également les tags EMV requis dans la tokenisation des paiements, ainsi que les détails de l'autorisation. Et pour finir, nous allons voir en bonus 2 cas d'utilisation afin de boucler la boucle. Ce qu'il faut noter, c'est que cette vidéo, si elle est trop longue, elle sera divisée également en plusieurs parties afin en fait de vous faciliter un peu le suivi. Ceux qui nous ont suivis en fait depuis le début de cette série de vidéos, on voit en fait on va revenir sur les aspects qu'on a déjà vus. Donc maintenant c'est plus le côté pratique quand on veut mettre en œuvre, quand on veut implémenter un système de tokenisation de paiement, d'accord? Donc ce sont les aspects qu'on a déjà vus, donc on va passer rapidement dessus et il y a certaines notions qu'on va juste appuyer, d'accord, pour que en fait vous puissiez mieux comprendre. La répétition est pédagogique, donc il n'y aura pas d'inconvénient à cela, d'accord. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. On commence par les exigences de base pour la tokenisation des paiements. Qu'est-ce qu'il faut techniquement en fait pour pouvoir mettre un système de tokenisation en place? Il faut un TSP, un Token Service Provider. D'accord, on a déjà vu, donc c'est une entité qui permet en fait de fournir des tokens aux demandeurs de tokens, aux token requestors qui sont enregistrés, d'accord, dans le cadre du programme de token. On va décliner rapidement quelques fonctions, d'accord, du TSP. Le TSP, d'accord, doit s'enregistrer, doit s'inscrire auprès de MVCO. Donc une fois qu'il est enregistré auprès de MVCO va lui attribuer un numéro, d'accord, de TSP. Le TSP, d'accord, comme fonctionnalité, doit pouvoir enregistrer et gérer les demandeurs de tokens, les token requestors. Le TSP doit également émettre des tokens de paiement, d'accord. Ensuite, le TSP doit pouvoir maintenir la sécurité et les contrôles associés également. Le TSP doit pouvoir établir les contrôles de restriction de domaine, de jetons, pour en fait limiter l'utilisation du token à un contexte, à un environnement bien spécifique. Le token également doit prendre en charge la gestion du traitement de jetons, y compris la détokenisation et l'application des contrôles de restriction du domaine, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir également, comme autre aspect qu'on n'a pas vu dans les séances précédentes, c'est que le TSP doit exploiter un coffre de jetons qu'on appelle le token vault, conformément aux politiques et au processus du programme de jetons et exigences spécifiques rattachées également au token vault. Le token vault, c'est un coffre de jetons, donc le TSP s'en sert, d'accord, pour pouvoir stocker les jetons et les différents liens qui existent entre les jetons, d'accord. Le token vault, on l'aborde plus loin dans cette présentation. Comme autre exigence, nous avons le token requestor, d'accord. Le token requestor, le demandeur de token. Le TSP étant le fournisseur de token
il faut un demandeur de token, d'accord, pour pouvoir bénéficier du token de paiement. Donc, il y a plusieurs ID de demandeurs de token peuvent exister au niveau du TSP, d'accord, afin de prendre en charge les contrôles de restriction de domaine, de token et les emplacements de token. Donc, comme fonction du TR, d'accord, il doit pouvoir s'enregistrer, s'intégrer au TSP conformément aux exigences de chaque programme de token. Il doit pouvoir utiliser le token requestor ID approprié dans les activités, d'accord, liées au token de paiement applicable, notamment les demandes de jetons, les demandes de cryptogrammes, etc. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les demandeurs de tokens, les TR, le token requestor, devraient également connaître les données par les données payment à contre-référence, afin de les mettre à la disposition des marchands. Donc ces données-là sont des données très importantes. C'est quand même très important pour pouvoir sécuriser également une transaction avec token. D'accord? Nous allons le voir, la voir dans les slides suivants. Comme autre exigence, c'est le token user. Le token user, c'est une entité qui utilise les tokens de paiement reçus d'un demandeur de token. D'accord? Et un utilisateur de token doit avoir une relation avec un ou plusieurs demandeurs de token. Il doit également adhérer aux exigences du demandeur de token lors de l'utilisation du token reçu, d'accord, de la part bien évidemment du demandeur de token. Un token user doit inclure le token de paiement et les données liées au token de paiement dans les messages de demande de paiement de token. Donc, il doit les utiliser pour pouvoir enclencher une transaction avec token. Une autre exigence à ce niveau, c'est le token vote, comme on l'a dit tout à l'heure. Le token vote, c'est quoi? C'est un coffre de token, d'accord, qui est composé d'une variété de fonctions de stockage et de traitement associées également au token de paiement. Et cette variété de fonctions de stockage et de traitement là, ça fait le lien entre le token de paiement, la date d'expiration du token, d'accord, affilié à la date d'expiration du PAN sous-jacent également, d'une part, et d'autre part, ça fait le lien également entre le token de paiement et les contrôles de restriction du domaine qui lui sont associés. D'accord, donc un token vote doit, comme fonctionnalité, fournir la capacité de génération et d'émission de tokens de paiement, d'accord. Il doit établir et maintenir le jeton de paiement, la date d'expiration du jeton affilié au PAN, d'accord, et au PAN sous-jacent, ainsi que la date d'expiration du PAN sous-jacent, d'accord. Il doit fournir la sécurité sous-jacente et les contrôles de traitement associés tels que définis dans le programme du jeton. Être protégé également par de solides mesures de sécurité, d'accord, physique et logique. Parce que c'est le coffre-fort, donc on ne doit pas pouvoir le dérober, on ne doit pas pouvoir le casser afin de rentrer en possession des données qui y sont stockées. D'accord? Il doit pouvoir également stocker l'association entre le token de paiement, comme on l'a dit tout à l'heure, et les domaines les contrôles de restriction de domaine de jetons qui lui ont été attribués. D'accord? Comme autre exigence, il faut en fait un token location. Le token location, d'accord, c'est l'emplacement qui permet en fait de stocker de façon sécurisée un jeton de paiement, d'accord. Donc le tableau qui suit donne un peu en fonction des différentes caractéristiques le token location, les emplacements. Donc lorsqu'on a 0,0, ça veut dire que l'emplacement n'est pas défini. Quand on a 0,1, c'est un emplacement à distance pour dans le système d'un merchant qui fait du e-commerce, d'accord. Donc quand c'est 0,2, c'est sur par exemple une carte sécurisée. Quand c'est 0,4, c'est en local par exemple donc sur un module sécurisé, d'accord. Quand c'est 0,7 par exemple, c'est temporary storage guest checkout. Quand c'est lorsque l'utilisateur par exemple ne crée pas de compte quand il veut faire une transaction par exemple, d'accord. Entre 0,8 et 99, c'est l'utilisation future, d'accord.
Donc j'ai essayé un peu de vous résumer ça ici. Donc le 00 c'est non spécifié, 01 c'est stockage distant, d'accord, dans un magasin unique de données de cartes du fichier de marchand, d'accord. Exemple d'utilisation, l'enregistrement de cartes de crédit dans un compte de magasin, d'accord, e-commerce quoi. Quand c'est 03 c'est stockage local sur l'appareil, par exemple les jetons de paiement et les données qu'on a stockées à l'aide de mécanismes de stockage, d'accord. Généralement, c'est sur en fait des cartes de paiement, le stockage dans un portefeuille électronique, d'accord, sur un téléphone portable. Quand c'est 03. Donc quand c'est 07, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est stockage temporaire sur un achat, pour un achat d'invité, d'accord, stockage temporaire d'une carte de paiement pour faciliter une transaction unique ou limitée dans le temps. D'accord. Donc maintenant, on va voir les méthodes d'assurance de token. Les méthodes d'assurance de token, ce sont en fait des jetons qui sont définis par les politiques et les processus du programme de jetons. D'accord, elles sont utilisées pour communiquer l'identité et la méthode de vérification associée à un jeton de paiement et à son PAN bien évidemment sous-jacent, le numéro de compte principal, afin d'assurer quoi, un traitement sécurisé du jeton. D'accord. Donc nous allons vous donner en fait les méthodes, les composants de la méthode d'assurance de jetons qui sont abordés dans la spécification technique, d'accord, qui est là le EMV Payment Tokenization Specification Technical Framework, la version 2.3, d'accord. Donc nous avons en fait la catégorie de la méthode d'assurance de jetons, les différentes catégories qui déterminent en fait le niveau de sécurité associé à un jeton. Nous avons également les méthodes ID et Verification, identification et vérification, qui donnent en fait les différentes méthodes utilisées pour vérifier l'identité du titulaire de jeton, d'accord, tel qu'un mot de passe ou une vérification biométrique. Nous avons l'acte ID et Verification, c'est-à-dire les différentes entités qui peuvent effectuer la vérification de l'identité, telles que l'émetteur de carte, le titulaire de carte lui-même, etc. Nous avons enfin les données d'assurance de jetons qui permettent de vérifier l'authenticité et la sécurité liées au token de paiement. D'accord. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est que il y a deux champs qui sont utilisés par le TSP, d'accord, pour pouvoir mettre en œuvre le token assurance, les méthodes d'assurance de jetons. Donc il y a la catégorie de la méthode d'assurance de jetons et il y a également les données d'assurance de jetons. D'accord. Ce tableau vous montre un peu les différentes méthodes qu'on peut avoir pour une entité qui n'est pas un émetteur de cartes. D'accord. Donc on a, quand c'est 01, c'est Interactive Card Holder Authentication avec un facteur. Quand c'est 02, c'est avec deux facteurs. D'accord. 03, c'est en fait Interactive Oriented Card Holder Authentication, mais cette fois-ci orienté risque. D'accord. Donc de 04 à 09, c'est pas utilisé. D'accord. Donc ici également, on a les tokens assurance méthode, les catégories de méthodes d'assurance pour un émetteur de cartes. Donc ça va de 10 à 14. D'accord.